La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la chambre sociale, racontée par ceux qui la font. Avec aujourd'hui les conseillers Frédéric Agostini et François Pion. Bienvenue Frédéric dans la Sociale Le Mag. Comme chaque mois, avant de faire un focus sur un arrêt que nous décrypterons ensemble, consacré à la résiliation judiciaire du contrat de travail, nous commençons par évoquer l'actualité des décisions de la Chambre sociale avec 3 arrêts. Nous abordons avec un premier arrêt du 19 janvier dernier la question du sort des frais d'expertise lorsque la délibération par laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, a fait appel à un expert, a été annulé par le juge judiciaire. Mais peut-être un bref rappel historique pour comprendre la portée de l'arrêt. Tout à fait. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, donc le CHSCT, était chargé de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs et, pour assurer cette mission, il pouvait faire appel à un expert agréé dans 2 situations définies par l'article L4614-12 du Code du travail. D'abord, lorsque les personnels encouraient un risque grave pour leur santé. Et puis, lorsque l'employeur portait un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Et cette dernière situation visait par exemple des transformations importantes des postes de travail en raison d'un changement d'outillage, d'un changement de produit ou d'un changement dans l'organisation du travail. Le CHSCT ne disposant pas de budget propre, le législateur a fait le choix de mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur, tout en réservant à l'employeur la possibilité de contester la délibération du comité devant le juge judiciaire. Oui, mais alors, le recours de l'employeur ne suspendant pas les opérations d'expertise, celles-ci pouvaient être menées et achevées par l'expert avant que le juge ne se prononce. Qui alors devait supporter la charge des frais d'expertise engagés lorsque la décision du CHSCT était annulée ? Alors c'était une vraie difficulté, mais la Cour de cassation déduisait des dispositions de la loi mettant les frais à la charge de l'employeur, mais aussi de l'absence de budget propre du comité, que l'employeur devait néanmoins supporter le coût de l'expertise, ainsi que les frais de la procédure, la contestant. Mais effectivement, cette solution laissait à l'employeur la charge des frais de l'expertise annulée, alors même qu'il avait bénéficié d'une décision de justice qui avait été rendue en sa faveur. C'est pourquoi, saisi par un employeur d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que l'employeur se trouvait ainsi privé de toute protection de son droit de propriété. Et à la suite de cette déclaration d'inconstitutionnalité, une loi du 8 août 2016 a enserré le délai de contestation de l'employeur dans un délai de 15 jours. Il a enserré le délai pour statuer du juge dans un délai de 10 jours et a prévu que la délibération du CHSCT était suspendue jusqu'à la notification du jugement. Tout ceci permettant des procédures plus rapides. Et puis, tout en maintenant le principe du financement des frais d'expertise par l'employeur, la loi a prévu, mais qu'en cas d'annulation définitive par le juge de la délibération faisant appel à un expert, les sommes perçues par l'expert devront être remboursées par lui à l'employeur. Oui, mais alors, nous nous trouvons maintenant dans la situation où c'est désormais l'expert qui supporte les conséquences d'une annulation de sa décision. Oui. Et c'est pourquoi la Cour de cassation a été saisie d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, posée cette fois par un expert, et c'est précisément l'objet de notre arrêt du 19 janvier dernier. Après annulation de la délibération d'un comité, l'expert a vu l'employeur lui réclamer les sommes qu'il avait reçues au titre des frais d'expertise, un peu plus de 40 000 €. Mais la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel.
En réponse à l'expert qui faisait valoir que les dispositions du Code du travail le privaient de son droit de propriété sur les sommes versées par l'employeur, la Cour de cassation indique que les sommes que l'expert a perçues ne lui sont acquises en réalité que lorsque sa désignation est devenue définitive. Ce qui veut dire que lorsque cette désignation ne peut plus être remise en cause par une décision judiciaire. Mais l'expert soutenait également qu'en subordonnant le financement de l'expertise au caractère définitif de sa désignation, on privait ainsi d'effet utile l'exercice par le CHSCT de son droit à expertise, puisque l'expert avait intérêt à attendre la fin du contentieux introduit par l'employeur. Sur ce point, la Cour de cassation rappelle que l'obligation de remboursement répond à la fois aux exigences constitutionnelles de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et de protection de leur santé. On sait que ces exigences justifient l'exercice par le comité de son droit à expertise. Et cette obligation répondait aussi aux exigences constitutionnelles qui garantissent le droit au recours effectif de l'employeur. Enfin, l'arrêt souligne aussi que l'obligation de remboursement est proportionnée aux objectifs poursuivis, dans la mesure où cette obligation ne vaut que dans le cas d'une annulation définitive de la désignation de l'expert, sachant que le comité d'entreprise peut toujours décider de prendre à sa charge les frais d'expertise. Et ces décisions gardent tout son intérêt pour les expertises désormais ordonnées par le comité social et économique. L'article L 2315-86 du Code du travail, maintenant l'obligation de remboursement pesant sur l'expert. Et cette jurisprudence invite à tout le moins les experts à la prudence en s'assurant de l'absence de contestation de leur désignation. Alors, le second arrêt du 16 février dernier relatif à la prise en charge par l'AGS de l'indemnité due aux salariés dans le cadre d'un licenciement économique, dans une hypothèse très particulière qui est celle de l'absence ou de l'annulation de décisions relatives à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Mais d'abord, qui est l'AGS, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, et quelles sont ses missions? Alors en effet, rappelons que le Code du travail prévoit un dispositif d'assurance contre l'insolvabilité de l'employeur en cas de procédure collective de traitement des difficultés de l'entreprise, c'est-à-dire en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire qui est déclenchée en raison de la situation financière de l'entreprise. Alors cette assurance est une assurance obligatoire qui impose à l'employeur d'assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail lorsqu'est ouverte une procédure collective. Et il faut préciser que le droit du salarié à percevoir ces sommes est garanti, peu importe que l'employeur n'ait pas respecté son obligation d'assurance. Oui, on comprend bien que le salarié est donc assuré de percevoir les sommes qui lui sont dues en exécution du contrat de travail. Il s'agit donc du salaire, mais aussi de toutes les créances salariales. C'est exact, mais la loi prévoit aussi que l'assurance couvre également les créances qui résultent de la rupture du contrat de travail. Et dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 16 février dernier, la Cour d'appel avait à bon droit retenu que l'indemnité prévue par l'article 1233-58-2 du Code du travail avait pour objet de réparer le dommage qui résultait pour le salarié de la perte illégitime de son emploi, donc de la rupture du contrat de travail. Mais elle a écarté la garantie de l'AGS en affirmant que cette indemnité ne revêtait pas un caractère salarial. Oui. Et compte tenu de ce que nous venons de dire, la Cour de cassation ne pouvait pas suivre la Cour d'appel sur ce dernier point. En effet, puisqu'il suffit que l'employeur ait également méconnu les obligations qui s'imposaient à lui dans la rupture du contrat de travail pour que la créance indemnitaire qui répare le préjudice causé au salarié à la suite de la perte de son emploi entre dans le champ de la garantie de l'AGS. L'indemnité qui répare l'absence de décision relative à la validation de l'accord collectif ou d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ou l'annulation de l'une ou l'autre de ces décisions ne pouvait donc qu'entrer dans le champ de garantie des AGS. Le dernier arrêt que nous commentons est également du 16 février dernier
et il concerne, dans l'hypothèse d'une résiliation judiciaire du contrat de travail, l'application des dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui prévoit une fourchette d'indemnisation minimale et maximale en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, connu comme fixant un barème des indemnités que peut accorder le juge prud'homal. Précisons-le tout de suite. La résiliation du contrat de travail qui est prononcée par le juge ou qui a été prononcée par le juge s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié pouvait bénéficier des indemnités prévues dans cette hypothèse. Et donc nous abordons ici la question de l'application dans le temps des articles L 1235-3 et L 1235-2 du Code du travail qui encadrent le montant de l'indemnité qui est due au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors, dans notre affaire, un salarié avait saisi le Conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort de l'employeur. Cette demande avait été formée en avril 2016, mais la Cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de travail en janvier 2020, avec prise d'effet au 14 février 2018. La question était donc celle de savoir si les dispositions nouvelles relatives donc au barème devaient s'appliquer quand l'action en justice a été introduite avant la date de publication de l'ordonnance créant le barème, mais que la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur a pris effet après cette date. Et qu'a décidé la Cour de cassation ? La Cour de cassation a retenu que l'article L 1235-3 du Code du travail s'applique dès lors que la résiliation, qui s'analyse en un licenciement, prend effet postérieurement à la publication de l'ordonnance, et ce, quelle que soit la date de l'introduction de l'instance. Donc le barème est applicable aux résiliations judiciaires qui prennent effet à compter du 23 septembre 2017. Tout à fait. D'ailleurs, l'ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit que les dispositions du barème sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à sa date de publication. En l'espèce, la date d'effet de la résiliation, qui s'analyse en un licenciement, a bien été fixée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Vous retrouverez les commentaires de ces 3 arrêts à la lettre de la Chambre sociale numéro 13. Notre décryptage du mois porte sur un arrêt du 2 mars dernier relatif aux effets de la régularisation par l'employeur des manquements qui lui sont reprochés par un salarié qui a demandé la résiliation de son contrat de travail puis a été licencié. Alors, cette question appelle quelques explications. Tout d'abord, peut-être sur ce qu'est une action en résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur. Alors, l'action en résiliation judiciaire est l'action par laquelle le salarié, et lui seul, l'action n'est pas ouverte à l'employeur, peut demander au Conseil de prud'homme de prononcer la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs des obligations découlant du contrat de travail. Ce qu'il faut retenir pour bien comprendre l'arrêt du 2 mars, c'est que la saisine du juge ne rompt pas le contrat de travail qui continue de s'exécuter. Alors à l'issue du procès, 2 situations sont possibles. Soit le juge fait droit à la demande du salarié, il prononce alors la résiliation du contrat de travail. Et dans cette hypothèse, la résiliation s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou en un licenciement nul lorsqu'il s'agit par exemple de sanctionner des faits de harcèlement, de discrimination ou encore la violation du statut du salarié protégé. Et le licenciement prend effet à la date du prononcé de la résiliation et donc à la date du jugement ou de l'arrêt. Et soit le juge ne fait pas droit à la demande et le contrat de travail se poursuit. Oui, on comprend que l'action en résiliation judiciaire n'a rien d'automatique. La rupture du contrat de travail dépend de l'appréciation portée par les juges sur les manquements de l'employeur. Exactement. Et la Cour de cassation considère que le juge ne peut prononcer la résiliation du contrat de travail que si la gravité des manquements de l'employeur est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail. Et il appartient au juge de procéder à cette recherche. Aussi, l'employeur peut être condamné à exécuter les obligations qu'il a méconnues, sans pour autant que le juge estime que le contrat de travail doit être rompu. Ce dernier se prononce en considération des éléments de fait, de preuve que les parties lui soumettent.
Prenons un exemple. Si le montant de la prime versée au salarié est inexact, bien que le manquement de l'employeur porte sur une partie de la rémunération du salarié, il ne revêtira pas nécessairement un caractère de gravité justifiant la résiliation du contrat de travail si le juge estime qu'il s'agissait d'une simple erreur ou que la somme était modique. L'employeur sera condamné à payer le rappel de salaire, mais le contrat de travail pourra se poursuivre. Alors autrement dit, le salarié qui estime qu'il peut continuer à travailler dans l'entreprise malgré les reproches qu'il adresse à son employeur dispose d'une action pour contraindre ce dernier à respecter ses obligations. À la fin du procès, la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur n'est qu'éventuelle. Oui, et c'est précisément l'intérêt de l'action en résiliation judiciaire. Si le salarié n'est pas certain que le manquement de l'employeur est suffisamment grave pour que le juge prononce la rupture du contrat de travail, il a tout intérêt à cette action en résiliation qui préserve l'avenir. Et c'est en cela que l'action en résiliation judiciaire se distingue d'un autre mode de rupture du contrat de travail, également ouvert au seul salarié, la prise d'acte. La prise d'acte permet au salarié qui considère que la gravité des manquements de l'employeur rend impossible la poursuite du contrat de travail de rompre immédiatement son contrat de travail, sans avoir à saisir le juge et attendre sa décision. Oui, et on songe à la situation où l'employeur s'abstient, sans aucune raison que le juge pourrait prendre en considération de payer au salarié le salaire qui lui est dû, alors que le paiement du salaire constitue une obligation essentielle du contrat de travail. Et dans ce contexte, on comprend que le salarié puisse rompre immédiatement le contrat de travail sans attendre la fin d'un procès pour voir prononcer la rupture de ce contrat et retrouver un nouvel emploi. Et donc, dans la prise d'acte, c'est après la rupture du contrat de travail que le juge sera éventuellement saisi par l'employeur ou le salarié pour dire si les manquements reprochés étaient suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate. Si le salarié a raison, la prise d'acte sera considérée, comme pour une résiliation judiciaire, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement nul. En revanche, si le salarié a tort, s'il s'est trompé sur la gravité des manquements de l'employeur, il sera considéré comme ayant démissionné. Il supporte le risque de la rupture. Mais dans la prise d'acte, comme dans la résiliation judiciaire, pour apprécier la gravité des manquements, le juge ne peut prendre en compte que les événements qui sont antérieurs à la rupture du contrat. Exactement. Et autrement dit, le juge ne peut pas prendre en compte les événements survenus postérieurement à la rupture du contrat de travail. Dans la prise d'acte, il écarte ainsi les manquements de l'employeur, découverts par le salarié après la prise d'acte, même si ces faits se sont déroulés pendant l'exécution du contrat de travail. Les faits dont le salarié n'avait pas connaissance au moment de la rupture du contrat de travail n'ont pas pu motiver la décision du salarié de le rompre. Dans le cadre de la résiliation judiciaire, le juge qui se place à la date à laquelle il prononce sa décision, c'est-à-dire la date du jugement ou de l'arrêt, prend donc en compte tous les faits survenant jusqu'à cette date. C'est pourquoi la régularisation par l'employeur, avant que le juge ne statue de tout ou partie des manquements qui lui sont reprochés, peut retirer aux faits leur gravité. Oui, et il peut en être ainsi, par exemple, lorsque l'arriéré dû au titre des heures supplémentaires a été réglé par l'employeur en cours de procédure. Le temps de la procédure judiciaire peut ainsi permettre aux parties de trouver les conditions permettant la poursuite du contrat de travail. Et à l'inverse, le juge appréciera si le manquement de l'employeur n'a pas été aggravé par sa persistance à refuser de régulariser la situation, méconnaissant ainsi l'alerte que constituait l'action en résiliation judiciaire. On voit donc qu'il revient au salarié de faire un choix éclairé entre prise d'acte et résiliation judiciaire. Mais alors que se passe-t-il si l'employeur licencie le salarié avant que le juge ne statue sur la résiliation judiciaire ? Alors le licenciement du salarié emporte deux conséquences. D'une part, on est bien dans la situation d'une action résiliation judiciaire suivie d'un licenciement par l'employeur. Et les juges doivent rechercher si la résiliation judiciaire était justifiée avant d'examiner le bien fondé des motifs du licenciement invoqué par l'employeur, examen qu'ils feront si la résiliation n'était pas justifiée. Oui, il s'agit d'éviter qu'un employeur puisse faire obstacle à la résiliation judiciaire en procédant à un licenciement avant que la juridiction examine cette résiliation.
Et donc le juge ne procédera à l'examen des motifs de licenciement que s'il estime que la résiliation n'est pas fondée. Exactement. Et d'autre part, la résiliation judiciaire prend effet non pas à la date du jugement ou de l'arrêt, mais à la date à laquelle le contrat a été rompu pour l'employeur, donc à la date de l'envoi de la lettre de licenciement par ce dernier. Et là, il s'agit de tenir compte de la réalité des événements qui sont survenus entre l'employeur et le salarié. Le licenciement, qu'il soit justifié ou non, décidé par l'employeur, a en tout état de cause mis fin au contrat de travail. Mais alors, qu'en est-il lorsque la régularisation intervient cette fois, après le licenciement du salarié par l'employeur, mais avant que le juge ne statue sur la demande de résiliation judiciaire? Et c'est la question posée à la Cour de cassation dans notre arrêt du 2 mars dernier. Dans cette affaire, le salarié qui avait saisi le juge d'une demande de résiliation judiciaire le 12 avril 2016, en faisant valoir qu'il n'était pas payé de ses heures supplémentaires, a été licencié par l'employeur le 18 octobre 2016. Et ce n'est que le 4 novembre, donc après la rupture du contrat de travail, en lui transmettant les documents de fin de contrat de travail, que l'employeur lui annonçait le versement d'une somme de 20 000 € au titre des heures supplémentaires. Alors, pour écarter la résiliation judiciaire du contrat, la Cour d'appel a constaté que la régularisation par l'employeur était intervenue avant même que le Conseil de prud'homme ne se prononce. Et la Cour de cassation casse cet arrêt en retenant que les juges ne pouvaient pas tenir compte de la régularisation survenue après la date du licenciement, date à laquelle le juge doit faire remonter les effets de la résiliation judiciaire. Autrement dit, la régularisation intervenue postérieurement à cette rupture est sans effet sur la gravité des manquements. Et c'est la fin de notre podcast. L'arrêt du 22 mars 2022 peut être également retrouvé sur le site de la Cour de cassation avec le numéro de pourvoi 20 14 099. Vous trouverez par ailleurs les références avec les arrêts cités dans la chronique sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci François. À bientôt Frédéric.